France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Odilon Redon ou la quête de la fleur de sang, une méditation à deux voix par Claude Métras et Claude-Henri Roquet, poète, qui suivent ensemble le fil conducteur d'une œuvre entre peinture et littérature. Grand visionnaire, à l'instar de Jacques Callot, du Gréco, de Goya, contemporain de Gustave Moreau, Odilon Redon aurait voulu être écrivain. Mais finalement, il donne image aux révélations des poètes. Œuvre étrange, figure proche du cauchemar, femme aux yeux clos, tête posée sur un étang, œil qui est un être entier, araignée souriante, tête coupée, soleils errants. Un de ceux qui, avec Gustave Moreau, au milieu du naturalisme triomphant, disent qu'il n'y a pas la soi-disant objectivité, mais autant de réalité que de subjectivité. Une vie, une œuvre. Odilon Redon ou la quête de la fleur de sang. Claude Métras, Claude Giovannetti. Il n'est sans doute personne d'entre nous qui n'ait un jour ou l'autre rêvé de rencontrer sur son chemin une fleur mystérieuse. Fleur du salut, comme il est dit dans un poème de Catherine Mansfield, fleur vénéneuse qui, nous murmure Baudelaire, se nourrit de nos cauchemars, ou fleur déjà séchée, figurant les clairières de l'éternité, c'est selon. Et la fleur fut-elle cueillie ou seulement contemplée? C'est à cette fleur du rêve qu'Odilon Redon donne les vêtements de la magie. Je pense singulièrement à un pastel qu'il nomma fleur de sang. Une jeune femme nue en un paysage qui tient à la fois de la mer et du nuage caresse une végétation étrange qui semblait être un peu le double d'un cœur humain. Mais la jeune femme n'est-elle pas la fleur elle-même? Et quel secret est enfermé dans cette corolle où dort peut-être une forme animale très ancienne et très inaccomplie? Est-ce là le rêve d'Odilon Redon ou celui de la femme? Dans un certain sens, tout le symbolisme européen, dans les ruines des enchantements romantiques, a été à la quête de cette fleur mystérieuse, et Baudelaire en fut le prince et le guide. Odilon Redon est celui qui a donné image des révélations des poètes. Il naît presque 20 ans après Baudelaire, en 1840, et il meurt 2 ans avant Guillaume Apollinaire, en 1916. Et je crois que ce périple tient assez mythiquement entre ces deux figures prophétiques que furent Baudelaire et Apollinaire. Mais que fut l'horizon même d'Odilon Redon? Huysmans l'évoque longuement dans À rebours, quand il raconte comment le personnage central du roman, des Esseintes, se trouve face à l'œuvre de Redon. Une tête d'un style mérovingien, posée sur une coupe. Un homme barbu, tenant tout à la fois du bonze et de l'orateur de réunion publique, touchant du doigt un boulet de canon colossal. Une épouvantable araignée logeant au milieu de son corps une face humaine. Puis, des fusains partaient plus loin encore dans l'effroi du rêve tourmenté par la congestion. Ici, c'était un énorme dé à jouer où clignait une paupière triste.
Là, des paysages, secs, arides, des plaines calcinées, des mouvements de sol, des soulèvements volcaniques accrochant des nuées en révolte, des ciels stagnants et livides. Parfois même, les sujets semblaient emprunter au cauchemar de la science, remonter au temps préhistorique. Une flore monstrueuse s'épanouissait sur les roches. Partout des blocs erratiques, des boues glaciaires, des personnages dont le type simien, les épais maxillaires, les arcades des sourcils en avant, le front fuyant, le sommet aplati du crâne, rappelaient la tête ancestrale, la tête de la première période quaternaire, de l'homme encore frugivore et dénué de parole, contemporain du mammouth, du rhinocéros aux narines cloisonnées et du grand ours. Ces dessins étaient en dehors de tout. Ils sautaient pour la plupart par-dessus les bornes de la peinture, innovaient un fantastique très spécial, un fantastique de maladie et de délire. Toute certitude est dans les rêves, nous dit jadis Edgar Poe. Mais la certitude dont il est question ici, c'est celle de notre être secret, celui qui se déploie au cœur du mystère, au cœur des ténèbres. En 1902, il a alors 62 ans, Odilon Redon écrira « Le sens du mystère, c'est d'être tout le temps dans l'équivoque, dans les doubles, triples aspects des soupçons d'aspect, image de l'image. Car le mystère est comme la vie, il n'a pas d'autre but que lui-même, il ne veut pas être compris, il veut seulement être vécu. Et l'image de ce mystère, c'est notre cœur lui-même. » Dans son merveilleux journal qu'il nomma à soi-même, le peintre écrit « Chaque homme devrait faire l'histoire de son cœur. Il se mirerait là, il regarderait l'empreinte laissée par ses testaments tendres, instantanés ou lents, toujours involontaires, qui nous ont conduits par des chemins obscurs vers d'autres lumières, toujours et constamment renouvelées, vers des clartés de l'esprit plus hautes et plus belles, où les derniers pas de la vie, par élection céleste, répercutent l'écho des émotions de l'enfant. Et ces clartés, ce sont ces formes qui nous occupent, ces images qui peuplent nos veilles et nos songes, ce sont elles qui nous disent qui nous sommes. Claude-Henri Roquet, avant de nous lancer dans cet itinéraire autour de la vie et de l'œuvre d'Odilon Redon, il convient peut-être de souligner qu'au fond, il appartient autant au monde de la littérature qu'au monde de la peinture. Lui-même d'ailleurs le soulignera à maintes reprises dans sa chronique de vie qu'il nommera magnifiquement à soi-même. Il dit là qu'il regarde la vie comme un livre dont l'existence entière d'un homme aura bien des difficultés à épuiser la richesse. D'ailleurs, quand il était adolescent, ainsi qu'il le raconte, il se voyait comme un être flottant, contemplatif, tout enveloppé de rêves. Et je crois que ces rêves, enfin, comme dans le cas de Nerval, comme dans le cas de Baudelaire, auraient pu le conduire à écrire. Mais la voie qu'il a choisie, celle du dessin, celle de la gravure, celle de la peinture, est parallèle à celle de l'écriture. Et j'ai l'impression parfois que sa tâche, elle considérait qu'elle était comme une manière de donner vie concrète aux images, ce qui n'était chez les poètes alors que vision de l'esprit.
Et je crois que si aujourd'hui l'œuvre de Odilon Redon peut nous atteindre si profondément, si notre sensibilité apparaît si proche de la sienne, c'est aussi parce que, et ça c'est le propre de la littérature peut-être, chez lui l'exercice de l'art me paraît essentiellement un exercice spirituel, un chemin pour accéder à sa propre vérité, et c'est une vérité qui est sans doute métamorphosée par l'usage même du monde. Et il fut encore bien davantage, je crois, celui qui nous a appris, enfin, je parle ici de mon expérience personnelle, à regarder, et à travers les regards qui m'a appris à contempler et à rêver. Oui, je vois les choses comme cela, et ce lien entre la lecture et le regard et la peinture est profond chez Redon. En vous écoutant, je pensais non seulement à ce moine lisant, à cette peinture d'une jeune fille qui lit, mais je pensais à cette lithographie qui est un portrait de Bresnin, qu'on appelle aussi le liseur. C'est très étonnant qu'il n'ait pas représenté Bresnin devant la planche de cuivre, mais dans un grand fauteuil, près d'une lourde table, dans la pénombre, éclairé par une fenêtre mystérieuse, on dirait, et presque comme un philosophe de Rembrandt. Et c'est vrai aussi que ce que lui apportent ses amis, ou ses maîtres, comme Bredin précisément, et le botaniste Claveau, c'est la piste et le goût de certains livres, comme Flaubert, comme Baudelaire, Poe. Et toute sa vie, il sera très proche des poètes, de Mallarmé par exemple, des écrivains. Je pensais aussi à un autre peintre si proche de l'écriture et qui a tellement compté pour Redon, c'est Delacroix. Je ne sais pas si dans le dessin qu'il eut d'écrire à soi-même, et ce titre est superbe, ces notes très discrètes, je dirais très modestes, ces notes d'un homme en chemin et d'un peintre au travail. Je ne sais pas si l'exemple de Delacroix n'a pas été aussi fort pour lui, de Delacroix écrivant en tenant son journal, que l'exemple de Delacroix peintre. D'ailleurs, dans la chronique d'Odilon Redon, il y a à propos de Delacroix un passage tout à fait bouleversant, en particulier celui où il suit le peintre dans Paris la nuit, oui, et où il voit Delacroix retourner d'abord en sortant de l'hôtel particulier où il a assisté à une réception. Il voit Delacroix s'acheminer vers son vieux logement, oui, de la rue de La Rochefoucauld, oui, s'arrêtant en chemin près d'une galerie de tableaux, puis arriver à cette ancienne maison, à cette ancienne demeure, s'apercevant tout à coup, ou bien réalisant que ce n'est pas là qu'il habite désormais, et reprenant sa route jusqu'à la place de Fürstenberg. Oui, c'est pour moi l'une des plus belles pages qu'on puisse lire. Elle est toute simple. C'est un simple témoignage, et c'est j'allais dire une haute page. Il commence par dire, quand j'ai vu Delacroix, je crois qu'il l'a vu 2 fois, il était beau comme un tigre. Et puis, un peu intimidé peut-être, il le regarde de loin, il voit Delacroix dans un salon, répondre aux uns aux autres, et puis s'en aller seul, dans la nuit, et il le suit. Et je suis touché de voir que cet instant de Delacroix seul aura cependant un témoin. Et c'est aussi très beau que ce portrait de Delacroix soit un portrait non seulement solitaire, mais nocturne. Qu'on puisse voir ainsi, avec Redon, par les yeux de Redon, Delacroix dans la nuit de Paris, regagnant son atelier, puis la nuit de son atelier. Alors il y a une autre nuit que va lui faire découvrir
un de ses amis bordelais, enfin celui qui deviendra son ami, Rodolphe Bredin. Et il me semble que ce graveur de grand talent, tempérament d'ailleurs un peu fou, mélancolique et aventureux, ce Rodolphe Bredin qui ira faire un long voyage avec tous ses enfants, toute une kyrielle de petits au Canada où il connaîtra toutes sortes de misères, de difficultés de vie. Et c'est lui qui, de retour à Bordeaux, va donner à Redon cette dimension nocturne si singulière qui est celle de l'imagination. Je voudrais rappeler ici quelques éléments qui sont fournis par Huysmans à Rebours à propos de Bredin. Il décrit la comédie de la mort, une suite de gravures, et il dit la comédie de la mort de Bredin où dans un invraisemblable paysage hérissé d'arbres, de taillis, de touffes affectant des formes de démons et de fantômes, couverts d'oiseaux à tête de rat, à queue de légumes sur un terrain semé de vertèbres, de côtes, de crânes, des saules se dressent noueux et crevassés, surmontés de squelettes agitant les bras en l'air, un bouquet entonnant un chant de victoire, tandis qu'un Christ s'enfuit dans un ciel pommelé, qu'un ermite réfléchit, la tête dans ses deux mains au fond d'une grotte, qu'un misérable meurt, épuisé de privation, exténué de faim, étendu sur le dos, les pieds devant une mare. Alors je crois, Claude-Henri Roquet, que votre familiarité avec la peinture flamande, votre amitié profonde pour Bruegel ou pour Jérôme Bosch, vous rendent évidemment très sensible la gravure de Bredin et tout l'univers qu'elle nous développe. Oui, mais c'est aussi une peinture qu'on dirait germanique. Vous faites allusion à la peinture flamande à Bosch. On pourrait penser aussi à Dürer et à ce poème de Hugo consacré à Dürer. Je pense aussi au romantisme. Il me semble que à travers Bredin, c'est cet homme qui sera si proche du symbolisme, je parle de Redon, touche un certain romantisme, un romantisme noir, on peut dire. Ce visionnaire, dont les yeux et le cœur étaient ouvertement fixés sur le monde de l'apparence, pointillait à l'aide de la plume seule les éléments les plus menus propres à l'expression de son rêve. Il a laissé, outre d'admirables eaux fortes, quelques pierres où la constitution des noirs est solide. Il les façonnait avec l'inquiétude constante que lui donnait cette encre. Il l'a délayé gravement, paisiblement, précieusement. Et l'on sentait à le voir combien cette opération première, si indifférente à d'autres, était en quelque sorte décisive pour lui. Il entourait ce liquide d'égards et de soins. Il en écartait toute poussière, dont la funeste présence eût mis à toute l'exécution des obstacles. Il me rappelait alors, dans ses soins minutieux, ce maître hollandais qui, par un esprit précautionneux semblable au sien, avait placé son atelier de travail à la cave, où nul autre que lui ne pénétrait, où il descendait lentement et doucement, afin de n'y soulever aucun atome nuisible, capable de troubler la pureté de ses huiles et de ses couleurs. Et c'est par là que commence la nuit, la première nuit, ce que j'appellerais la première nuit de Redon. C'est-à-dire une nuit, je veux dire, toute proche du cauchemar, de l'insomnie, des épouvantes, des terreurs nocturnes, d'une certaine enfance traversée de peur et de rêves. Cette nuit pleine de fantômes, de larves, de crânes, tout cet univers, on pourrait dire démoniaque, en tout cas nourri, peuplé d'êtres inquiétants,
de ces yeux qui sont des êtres tout entiers, cette étonnante araignée souriante, de ces monstres si proches et parfois inspirés des monstres du Japon. Oui. Il me semble qu'il a pris naissance, en somme, dans l'univers de Brédin, et quelquefois d'ailleurs presque, je dirais, textuellement dans certaines eaux fortes, pour entrer dans sa propre nuit, je dirais ses propres cauchemars. Alors, il y a un mot qui revient souvent sous la plume de Redon quand il évoque la mémoire de Brédin, c'est le mot vision. C'est-à-dire qu'il voit dans le graveur qui lui a servi un peu de modèle, une figure archétypale du père créateur, un homme qui a, selon l'expression de Nietzsche, vu plus loin qu'il n'est permis, qui en tout cas a essayé de voir derrière l'apparence du visible, le langage de l'invisible, pensant que cet invisible était multiforme et que un des chemins possibles de la création artistique, c'était précisément de multiplier en soi les ouvertures à ces autres mondes. Vous connaissez l'album que Michel Rando m'a consacré à l'art visionnaire. Oui, oui. Et dans cet art visionnaire où sont inventoriées un certain nombre de figures fondamentales, enfin d'imagerie capitale du monde des visions depuis la plus haute antiquité jusqu'à l'Orient contemporain. La place accordée à Brédin et à Redon est importante dans la mesure où il représente, enfin au seuil du XXe siècle, cette besoin de l'homme moderne d'ouvrir les horizons et de révéler certains aspects de la nature humaine que l'homme a besoin d'explorer. Oui, et il me semble qu'il y a un chemin chez Redon vers la vision profonde, qui commence peut-être un peu par la vision, je dirais presque pittoresque, ou de cauchemars un peu hérités. Et il me semble que cette nuit s'approfondit en Redon pour nous conduire à une pénombre. Je parlais de Brédin dans cette pénombre qui fait penser à Rembrandt. Et déjà là, la nuit s'approfondit. Et je dirais l'invisible se manifeste. Je me demande s'il n'y a pas une troisième nuit, un troisième degré de nuit chez Redon, et qui serait une nuit invisible. En somme, une nuit dont on ne peut rien dire, et qui est essentielle à Redon, je dirais qu'il ne se produit pas d'abord, qui ne se manifeste pas d'abord par des images, qui est peut-être la fin de toute image et l'entrée dans l'invisible. Mais ce qui manifeste cette nuit vraiment spirituelle, détachée des images et du fantastique, et du romantisme, ce qui le manifeste, c'est le noir. Je suis frappé de cette parole de Redon. Le noir est la couleur essentielle, et rien ne le prostitue. Alors il y a un mot qui revient très souvent et qui est lié évidemment à la nuit et au noir, un mot sur lequel il faut peut-être insister d'abord, avant d'aborder le périple proprement nocturne de notre peintre, le mot mystère. On a l'impression qu'il entreprend au moment où il choisit de se lancer dans la peinture, dans la gravure, dans le dessin, au moment où il choisit de s'exprimer. Il y a une interrogation sur le mystère qui est aussi d'abord peut-être une interrogation sur les origines. Enfin, quand on interroge notre propre mystère, on essaie de saisir sa totalité, c'est-à-dire ce qu'il représente d'expérience individuelle, d'histoire proprement vécue. Et sans entrer dans le jeu complexe et quelquefois hasardeux des généalogies, on sait bien que dans la petite enfance se sont forgées un certain nombre d'images qui vont être déterminantes ensuite dans ce qu'on pourrait nommer le terrain inspirateur d'un artiste. Parce que, bien évident que pour un homme comme Redon, comme pour chacun d'entre nous, il n'y a pas seulement un père et une mère, il y a la conjonction d'une multitude de destins qui peuplent notre mémoire et dont les images vont nourrir longtemps et jusqu'à la fin de la vie peut-être notre imaginaire. Mais j'ai l'impression, et je crois que là se situe ce que Redon entend par mystère,
C'est ce nœud d'enfance dans lequel un certain nombre d'images se sont accumulées et que, dans l'effort qu'il entreprend, non point pour percer ce mystère, mais bien plutôt pour le vivre, Redon remonte à des images fondamentales, dont la plus importante est peut-être celle dans laquelle il évoque sa naissance. Et alors, il y a cette image magnifique de ce bateau sur lequel sont emportés son père et sa mère qui reviennent d'Amérique. Et puis, Redon évoque ce grand océan sur lequel le bateau navigue et dit qu'au fond, il regrette profondément de ne pas être né sur ce bateau. Oui, et je crois qu'il parle d'une patrie sans lieu sur un abîme, ou enfin, ce sont presque ces mots. Un lieu sans patrie sur un abîme, c'est exactement la formule. Oui, ça c'est très étonnant. Ce rêve d'une naissance et sur la mer et dans un abîme, oui. Et je crois qu'on touche là quelque chose d'important. Il y a beaucoup, dans les premières œuvres de Redon, beaucoup d'images, on pourrait dire macabres, mais qui ne touchent pas au mystère de la mort, véritablement, comme par la suite. Au mystère de la mort, et Redon est un homme, comme chacun de nous, qui a été éprouvé par l'atrocité de la mort des êtres proches, et qui en parle dans son autobiographie. Mais il faut lier, en pensant à lui, le mystère de l'origine et le mystère de la mort, et ce regard vers une mort qui serait une naissance. Le mystère de la mort comme seuil de la véritable vie. Et dans cette réminiscence du bateau, qui aurait pu être le bateau de la naissance, on ne peut pas s'empêcher de voir aussi comme un double de cette image symbolique entre toutes, et symboliste entre toutes aussi, qui est celle du vaisseau fantôme familiarisé par Wagner, oui. Puisque tout le mouvement symboliste auquel Redon participe activement, enfin dont il est une des figures dominantes, sans le dire toujours, n'est-ce pas? Cette fièvre wagnérienne correspond bien à quelque chose qui est au cœur des hommes de cette époque. Le vaisseau fantôme représente cette errance de l'infini au-dessus de la tête des humains, au-dessus des rêves des humains. Et ce vaisseau fantôme, il évoque aussi, exactement d'ailleurs comme elle évoque le ventre de l'enfant quand il est sur ce bateau et qu'il attend de naître, n'est-ce pas? Il évoque aussi une certaine nuit. Et il dirait que dans son approche du mystère, qu'encore une fois, Redon veut non point incerner, non point interpréter, mais plutôt épouser, qui veut vivre dans son intensité, dans sa diversité. On pourrait ici parler d'une certaine passion du mystère. Eh bien, pour entrer dans l'intimité de ce mystère, Odilon Redon, et là, Bredin va lui être d'un grand secours, parce qu'il donne déjà là le témoignage d'une œuvre faite. Il va se tourner d'abord du côté du nocturne. Mais il faut tout de suite préciser que ce qu'on nomme le nocturne couvre un vaste territoire. Il y a le nocturne réel, enfin la nuit, c'est-à-dire qu'on pourrait définir comme un espace abandonné du jour, et sur lequel, et là aussi il y a beaucoup de variantes, puisque sur cet espace abandonné du soleil règnent diversement les étoiles et la lune, et que par conséquent, on peut éprouver là toutes les tonalités du sombre, depuis le noir le plus épais, jusqu'aux ombres qui sont amoureusement caressées par la nuit quand elle est illuminée. Et puis, il y a un nocturne aussi qui a de grandes mouvances, suivant les saisons et suivant les lieux. Les nuits d'hiver sont parfois affectueuses comme des chambres d'amour, elles se ferment comme ça sur notre intimité. Et les nuits d'été apparaissent simplement comme une sorte de porte fragile, éphémère, entre le crépuscule et l'aurore. Et puis, il y a le noir des montagnes qui est impressionnant, surtout quand il cherche son double dans l'éclat, on pourrait dire l'éclat secret de la neige. Et cet éclat, cette nuit, cette nocturne des montagnes, n'est pas le noir des espaces océaniques, celui auquel précisément
Odilon Redon fait allusion, et qui d'ailleurs évoque en lui des sensations diverses, parce que quand il parlera de la mer en Bretagne, de l'océan et de la nuit bretonne, il y verra plutôt de la tristesse et de la difficulté d'être que de la joie. Mais ce qui paraît s'accorder au nocturne le plus singulier d'Odilon Redon, c'est que sans doute pour lui, dans l'intimité de son être, n'est pas, le nocturne lui apparaît comme la maison de l'amour. Comme si vous voulez, le rêve était une des faces de l'amour et que dans le rêve, on peut être aveugle. L'expression sera reprise d'ailleurs par Borges qui dira « Quand je rêve », vous savez qu'il était aveugle, et Borges dira « Quand je rêve, je ne suis pas aveugle ». On dit l'amour et la femme telle que Odilon Redon va la peindre est une créature de la nuit. Et on pourrait ici, je ne sais pas si la comparaison est valable, disons que elle appelle en tout cas une certaine réflexion. Je vois là, si vous voulez, le contraire de la démarche de Gauguin. Gauguin, pour qui l'amour, c'est une révélation de la lumière visible. C'est comme une fusion de la couleur des corps avec la couleur de la nature. Et c'est une éruption de l'énergie solaire dans la fragilité de la chair humaine. Alors que chez Redon, c'est cette passion de la nuit, cette passion du sombre, cette passion du noir, qui donne à la fièvre amoureuse sa tonalité particulière. Oui, il est frappant de voir que quand il parle en peintre du noir, il dit que il faut être en pleine santé. Enfin, il relie la puissance des noirs du lithographe ou de celui qui dessine nos fusains à une énergie vitale. Le noir est la couleur la plus essentielle. Il prend surtout son exaltation et sa vie, l'avouerai-je, aux sources discrètes et profondes de la santé. Du bon régime et du repos, ou disons mieux de la plénitude de la force physique, dépend la sourde ardeur vitale qui donnera le fusain. C'est dire qu'il apparaîtra dans sa pleine et meilleure beauté, au cœur même de notre carrière, courte ou longue. Il est un épuisant plus tard dans la vieillesse, quand la nourriture s'assimile moins. On pourra toujours, à ce terme, étaler de la matière noire sur une surface, mais le fusain reste charbon. Le crayon du lithographe ne transmet rien. C'est en un mot que la matière reste à nos yeux ce qu'elle paraît, chose inerte et sans vie. Tandis qu'à l'heure heureuse de l'effervescence et de la force propice, c'est la vitalité même d'un être qui jaillira d'elle, son énergie, son esprit, quelque chose de son âme, le reflet de la sensibilité, un résidu de sa substance en quelque sorte. Il faut respecter le noir. Rien ne le prostitue. Il ne plaît pas aux yeux et n'éveille aucune sensualité. Il est agent de l'esprit, bien plus que la belle couleur de la palette ou du prisme. Aussi la bonne estampe sera-t-elle goûtée plutôt en pays grave, où la nature, au dehors, peu clémente, contraint l'homme à se confiner chez soi dans la culture de sa propre pensée, ainsi que dans les régions du Nord, par exemple, et non celles du Midi où le soleil nous extériorise et nous enchante. Elle n'est guère estimée en France, sauf appauvrie par la couleur, résultat autre, qui anéantit l'estampe et la voisine à l'image. Certainement, cet amour du noir, j'ai l'impression que effectivement,
la nuit s'est convertie chez lui, ou s'est renversée. C'est-à-dire qu'il est passé d'une nuit négative, on pourrait dire, à une nuit de semences et d'amour, comme vous le dites. Et il n'est pas étonnant que, après cette expérience très rare d'un peintre à ce degré de la matière noire, il est en somme débouché dans l'univers de l'intensité lumineuse et colorée. Ce n'est pas seulement un passage, on pourrait dire, du fusain, de cette poudre, au pastel, et ensuite à l'huile, puisqu'il y a l'encre aussi, dont il faudrait tenir compte. Je crois que c'est vraiment une montée des racines aux fleurs, tout simplement. Un tel amour de la nuit mystérieuse et créatrice, que cet amour jaillit et surgit dans le jardin, dans l'Éden, dans des fleurs qui sont des apparitions, des visions, un ciel, un regard. Nous sommes plus encore regardés par les fleurs de Redon que nous ne les regardons. Ce sont des regards, ce sont des présences, et c'est en somme à travers cet éclatement, cette éclosion, l'invisible qui nous saisit. Mais cette lumière, symbolisée par les fleurs dont vous parlez, elle intervient tardivement dans la vie et dans l'œuvre de Redon. Et il me semble que dans les départs successifs de cette œuvre, qui sont autant de dialogues avec la nuit, avec le sombre et avec le noir, avant d'accéder précisément au royaume de la couleur, conquête de la couleur qui représente effectivement la terre promise, la terre où il faut parvenir. Olidon Redon donne le sentiment qu'il faut d'abord aller, si vous voulez, dans l'obscurité personnelle, avoir dominé tout ce qui en nous est sombre, c'est-à-dire les angoisses, les incertitudes, les secrets de la nuit, pour parvenir à fonder enfin une aurore qui soit la nôtre, car ce qui compte, ce n'est pas l'aurore qui nous est donnée par le jour naissant, c'est l'aurore que nous sommes capables de secréter dans l'intimité, dans la profondeur de notre être. Et je crois qu'ici, le peintre rejoint quelques-unes des obsessions majeures des vieilles mythologies. Ces vieilles mythologies dont Baudelaire sans doute se souviendra quand il évoquera ce voyage au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et cet inconnu, bien sûr, est noir. Et c'est du noir qu'on fera remonter, parce qu'on est poète, parce qu'on est artiste, une lumière nouvelle. Alors, tout cela fait référence, et je crois que c'est tout à fait évident dans la suite de gravures, enfin, dont il faudra rappeler tout à l'heure les titres, mais enfin, en particulier celles qui sont consacrées à Goya, ou à la tentation de Saint-Antoine d'après Flaubert, puis à la suite consacrée, offerte pour Flaubert, n'est-ce pas? Il existe aux yeux de Redon une sorte d'obscurité lumineuse. Je dirais même une obscurité radieuse, dans la mesure où dans le mot radieux, il y a des rayons. Et cette obscurité lumineuse fait songer à Novalis qui, précisément, adressera à la nuit ces hymnes qui sont des hymnes de lumière. Et Novalis qui, avant Redon, évoque cette même pérégrination à travers le mystère de l'être, puisqu'il écrit « Nous rêvons de voyage à travers l'univers. L'univers n'est-il donc pas en nous? Les profondeurs de notre esprit nous sont inconnues. Le chemin mystérieux va vers l'intérieur. » Et Novalis ajoute « C'est en nous, sinon nulle part, qu'est l'éternité avec ses mondes, le passé et l'avenir. Le monde extérieur est un monde d'ombre, il jette son ombre sur le royaume de lumière. Maintenant, il est vrai, tout nous semble en nous obscurité, chaos informe, solitude. Toute descente en soi, tout regard vers l'intérieur est en même temps ascension, assomption, regard vers la véritable réalité extérieure. » Alors, je dirais que ce regard jeté sur soi-même, sur sa propre nuit, est aussi un regard jeté sur la nuit des êtres et sur la nuit de la matière, sur la nuit de la nature,
pour en faire naître précisément ce qu'elle porte en elle de lueur, de force. Autrement dit, il y a dans la peinture de Redon un thème qui est toujours tout à fait bouleversant, c'est celui de la fleur de sang. C'est-à-dire que cette fleur de sang m'apparaît précisément comme cette fleur miraculeuse que nous allons cueillir au fond de notre propre chair. Vous évoquiez le poème de Baudelaire, Le Voyage. Nos cœurs que tu connais sont emplis de rayons. Et je pensais encore à ces vers à l'instant où vous parliez de cette fleur rouge qui est notre propre cœur. Il y a une peinture ou un pastel de Redon qui s'intitule précisément Le Sacré-Cœur. C'est une peinture du Christ aux yeux clos, et Redon a figuré le Bouddha, il a figuré Saint Jean, les saintes femmes dans la barque mystique, et quelquefois le Christ. D'une façon, je dirais, très personnelle, c'est un homme. Et si l'on regarde cette peinture, le Sacré-Cœur, je crois qu'on peut être dérouté. C'est une pure lumière. C'est un brasier qui est au centre de la présence d'un homme aux yeux fermés. Et je suis porté à penser que ce thème, que je crois assez rare, peut-être unique chez Redon, est chez lui essentiel, dans le sens de ce que vous disiez, c'est cette descente dans la nuit intérieure où un cœur s'offre, notre propre cœur, s'offre pour la vie, pour notre vie. Et je me souviens aussi d'une page dans À soi-même, où il parle, où il évoque la pitié du pauvre cœur des hommes, dans une phrase qui est très proche de Maeterlinck et donc de Péléas et Mélisande. Oui, il me semble, en suivant ce que vous disiez, qu'on ne sort de cette nuit que par le cœur, par le sang, qui se fait lumière et feu. Là se pose une interrogation qui est tout à fait émouvante, je trouve, parce que elle place toute l'œuvre de Redon dans une perspective qui nous touche au plus près, dans la mesure où elle aborde le domaine dont Redon parle relativement peu à soi-même, mais qui est pourtant sous-jacente à toute sa traduction plastique, qui est le visage de la femme. Certes, beaucoup d'êtres, hommes ou l'être à la limite de l'humanité, mais aussi des femmes, appartiennent à cette longue galerie si étonnante des têtes coupées. On s'est beaucoup interrogé sur la signification de ces têtes. La psychologie contemporaine y a vu l'expression d'un complexe, d'une image de la castration, de tout ce qui sépare l'être de lui-même, n'est-ce pas ? On peut aussi considérer que dans beaucoup de ces figurations, les têtes coupées apparaissent comme des soleils, mais ce sont des soleils errants ou des astres errants, c'est-à-dire des sortes de voyageurs du ciel qui n'ont pas encore trouvé leur territoire. Et on peut aussi penser parfois que dans le passage de la gravure à la peinture, s'accomplit le passage de la tête à la chair tout entière, au corps de la femme, restituée dans sa globalité. Et cette métamorphose se fait par des chemins complexes. Je pense en particulier à cette image la plus célèbre peut-être d'Odilon Redon, et laquelle Claude Louis Combet a apporté un magnifique commentaire, ont les yeux clos. Et ses yeux, très clos,
fermés en leur parfait enclos, ces yeux de femme mûre et grave, je ne les ai jamais perçus comme ceux d'une dormeuse, poursuivant au fond de son sommeil une activité onirique, comme des yeux ouverts à des fantasmagories, à des pullulements d'images, à un monde étrange, mais qui dans son étrangeté n'en demeurerait pas moins un monde, avec ses constructions, ses échafaudages syntaxiques et ses enfilades de décors. Non, la femme ici ne dort pas. Ce qui rayonne de son visage n'appartient pas aux turbulences du sommeil. L'air très légèrement penché sur le côté, l'austérité générale qui se dégage de cette posture et que vient renforcer l'application des lèvres à demeurer serrées sur elles-mêmes, tout ce qui paraît de la femme dit bien qu'elle ne dort pas, mais qu'elle veille, au contraire, et met à veiller toutes les puissances retenues de sa sombre nature. La femme est bien vivante, mais sa vie se poursuit en un ailleurs sans commune mesure avec les agitations ordinaires de l'existence, dont on croit, le plus souvent, qu'elles sont le caractère d'une vie bien remplie. Ici, précisément, ce qui se laisse entrevoir n'est pas affaire de remplissage, mais de plénitude. La face n'est pas un masque mortuaire, à jamais achevé, mais l'émergence, hors de son ombre propre, d'une figure de femme dont les yeux ne sont clos qu'à seule fin de mieux capter, sous leur immobilité apparente, le devenir de leur vision intérieure. Je crois que ce qu'il y a de singulier dans une grande image comme celle-là, une image absolument archétypale, c'est que la lecture de cette image par chacun est différente. Et je pense que ce qu'elle signifie pour vous n'est pas ce qu'elle signifie pour Claude-Louis Combet ou pour moi ou pour quelconque de ceux qui la regardent. Je ne sais pas non plus véritablement ce qu'elle signifie pour moi. Je crois qu'elle signifie la méditation. Je crois qu'elle signifie l'entrée en soi-même. Je pense qu'il est significatif qu'elle soit présente chez un peintre. C'est un paradoxe que de peindre les yeux fermés, c'est-à-dire d'offrir au regard un regard qui s'absente, mais dont on suppose qu'il ne s'éteint pas, tout au contraire, et qu'il est tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'au fond, pour un peintre comme Redon, peindre un visage aux yeux clos, c'est peindre l'invisible de sa peinture. Il a souvent parlé du rapport dans son œuvre du visible et de l'invisible. Et là, je crois que c'est une façon, peut-être pas délibérée, peut-être pas explicite chez lui, de représenter le regard intérieur, la lumière intérieure ou la nuit intérieure, à la fois la lumière intérieure, puisque les yeux sont fermés, mais cette nuit est le seuil de ce qui ne peut se dire ni se représenter. Voilà, il me semble. Et c'est, d'un autre côté, on est enclin à rapprocher les yeux clos des têtes coupées. Et aussi des bouquets, des fleurs coupées, mais radieuses, rayonnantes. Il y a une lithographie de Redon qui représente un visage, celui de Saint Jean-Baptiste, très serein, nullement sanglant, nullement épouvantable, posé sur une coupe, je dirais avec sérénité et majesté. Et si l'on s'interroge sur ce qu'est le bouquet, les bouquets si nombreux chez Redon,
On dira sans doute qu'il s'agit là de l'émergence chez lui, puis dans l'histoire de l'art aussi, de la peinture pure, d'une pure peinture. Mais ce sont des fleurs dans un vase. Il me semble que le vase est de terre, et la terre, que tout l'épanouissement des fleurs, quelquefois déliées, comme de pures apparitions, comme des étoiles, est une image du ciel. Et que si l'on rapproche presque par transparence la coupe où se tient la tête aux yeux clos, et le bouquet, et le soleil, qui hante Mallarmé quand il écrit son poème sur Saint-Jean, il me semble qu'on est là au cœur des choses, au cœur d'un nœud d'images essentiel. Les fleurs. Des avalanches d'or du vieil azur, au jour premier, et de la neige éternelle des astres, jadis tu détachas les grands calices pour la terre jeune encore et vierge de désastres. Le glaïeul fauve, avec les cygnes au col fin, et ce divin laurier des âmes exilées, vermeil comme le pur orteil du séraphin que rougit la pudeur des aurores foulées. L'hyacinthe, le myrte à l'adorable éclair, et, pareil à la chair de la femme, la rose, cruelle, Hérodiade en fleurs du jardin clair, celle qu'un sang farouche et radieux arrose. Et tu fis la blancheur sanglotante des lits, qui roulant sur des mers de soupirs qu'elle effleure, à travers l'encens bleu des horizons pâlis, monte rêveusement vers la lune qui pleure. Hosanna sur le sistre et dans les encensoirs, Notre-Dame, Hosanna du jardin de nos limbes, et finisse l'écho par les célestes soirs, extase des regards, scintillement des nimbes. Ô Mère qui créa en ton sein juste et fort, calice balançant la future fiole, de grandes fleurs avec la balsamique mort, pour le poète là que la vie étiole. Je pense qu'il faut relier ce thème de la tête coupée très précisément, et parfois plus précisément que les poètes eux-mêmes ou les peintres de cette époque, très précisément à Jean-Baptiste. C'est-à-dire au précurseur du Messie. Et il est frappant, bien sûr, de voir que certaines peintures de Moreau, la jeune fille Thrace portant la tête d'Orphée, est si proche de Salomé portant la tête de Jean. Alors la fortune extraordinaire du mythe d'Orphée, et en particulier de son sacrifice final lorsque les femmes lui coupent la tête et puis la déposent au long du fleuve où il va naviguer, cette figure a hanté tout le mouvement symboliste, toute la poésie française de la fin du siècle dernier. Et c'est très singulier de voir comment cette tête, qui est devenu un instrument de musique, enfin qui se confond avec la lyre même d'Orphée, va traverser l'imagination des artistes pour devenir au fond comme le chant même du monde, enfin c'est-à-dire que de par son sacrifice, Orphée épouse la rumeur des eaux et il épouse aussi la rumeur même de la création. Oui, cette tête flottant sur la lyre, Renon l'a peinte aussi. Et peut-être d'une façon plus mystérieuse, plus intérieure.
que Moreau. C'est peut-être dire par là que on ne retrouve pas l'Éden sans sacrifice, sans douleur, sans épreuve. Je me demandais aussi dans quelle mesure la tête coupée d'Orphée, comme la tête coupée d'ailleurs de Saint Jean-Baptiste, ne témoignait pas de l'émergence d'une poésie qui demande un contact complètement charnel, si vous voulez, avec la terre et avec l'eau nourricière. C'est-à-dire que c'est au moment même où, ayant été sacrifié, Orphée baigne dans l'eau du fleuve, et s'abandonne comme ça au l'encheminement des eaux, qu'il connaît à ce moment-là ce qu'est véritablement la poésie, c'est-à-dire le chant du monde, que la lyre retrouve son véritable accord. Oui, et ce regard fermé, ces yeux clos d'Orphée, car je crois que sur la lyre et dans le fleuve, Redon montre Orphée les yeux clos, signifierait l'écoute la plus intime. Au fond, je crois que la tête d'Orphée chantait encore sur les flots, mais peut-être qu'Orphée était devenu d'abord celui qui écoute. Il n'était, j'aimerais penser que c'est à force d'écouter ce qu'il n'avait plus la force de chanter qu'il faisait entendre son dernier chant, en s'abandonnant précisément aux flots et aux ténèbres. Alors, il y a une figure très singulière aussi, c'est dans la représentation de Saint Jean-Baptiste et de la tragédie de Salomé, c'est que, exactement comme Moreau, Odilon Redon peint un tableau qui se nomme Apparition. C'est-à-dire qu'après le sacrifice de Baptiste, la tête réapparaît à Salomé. Comme un soleil, oui. C'est dire beaucoup de choses, c'est dire que la mort n'est pas, que la mort est nécessaire pour la vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'une vie se perde pour que la vie triomphe. Et je dirais c'est aussi signifier peut-être que le crime est pardonné. Il est difficile de savoir quelle conscience eut de son acte Salomé. Mais on peut espérer, et que le sang de Jean-Baptiste la baptise, que le dernier baptême que donne Jean, c'est un baptême de sang à cette jeune fille, à cette petite fille, qui provoque sa mort, mais qui peut-être aussi en reçoit la grâce. Et cette apparition, je ne la vois pas du tout comme une hantise et comme un remords. On pourrait le voir ainsi. Mais que serait une hantise qui serait lumineuse, qui serait un soleil? Je pense que l'apparition de la tête de Jean annonce la résurrection. Comme de son vivant Jean est le précurseur du Messie, on peut dire que cette apparition est la prophétie de la résurrection. Il y a une image qui le hante avec insistance, c'est celle de la barque, du vaisseau, enfin de ce qui en tout cas est le jouet des flots et qui en même temps domine les flots. Comme si la barque apparaissait comme un élément régulateur dans cette sorte de chaos aquatique que représentent les grandes étendues marines. Oui, je crois que c'est l'un de ces thèmes majeurs. Et peut-être finalement le plus significatif. Non seulement il y a ce bateau de sa naissance, enfin de la naissance qu'il aurait désirée, mais il y a toutes ces barques, celles dont il parle, les barques de Bretagne, dans une page d'À soi-même, mais toutes ces barques qu'il a peintes.
sous le titre parfois de barque mystique. Il y a sans doute là d'ailleurs comme un rappel de lecture ancienne, puisque la barque mystique joue un grand rôle dans un certain nombre de traditions, depuis l'Égypte jusqu'aux terres islandaises. Oui, et il y a aussi une relation avec la barque des Saintes Maries de Provence, Sainte Marie de la Mer, puisque c'est Marthe, Marie, Marie-Salomé et Lazare, dit l'évangile apocryphe, qui confiaient à une barque sans gouvernail, sans rame, sans voile. Redon représentera les choses un peu différemment, mais dans la légende, dans le récit apocryphe, c'est ainsi. Ces saintes femmes et Lazare vont aborder en Provence. C'est cette barque-là, nous le savons, qu'il représente. Ce n'est pas une barque sur la mer simplement. C'est donc une barque liée à la résurrection. Dans sa période noire, il a fait, je crois, un fusain. Je crois que c'est un fusain qui représente, entre le noir et le blanc, Lazare, sortant du tombeau, ou plutôt émergeant d'un sépulcre, solitaire. Je crois que ce n'est pas insignifiant si, à la fin de sa vie, nous retrouvons dans l'œuvre de Redon Lazare, cette fois dans une barque. Et cette barque a beaucoup varié dans les représentations de Redon. Il y a une barque avec une voile jaune, une voile d'or. Et puis il y a une barque rouge. Et une autre barque dont la voile est bleue. Une barque me touche tout particulièrement. C'est celle qui est rouge, dont les voiles sont jaunes, et qui porte au milieu de la voile centrale un soleil. Ce soleil n'est pas sur la mer, il est comme porté par la voile. Cette image me rappelle un rêve que j'ai fait et que je revois. C'est un rêve dans lequel le soleil descend doucement au fond de la vallée. Il ne disparaît pas derrière la montagne, il se couche inexplicablement et merveilleusement dans la vallée elle-même. C'est pourquoi ce soleil intégré, ce soleil porté par la barque m'étonne et ne m'étonne pas. Cette barque est rouge, elle traverse une mer vive, ce n'est pas une mer tranquille, une mer jaune, une mer toute dorée. Et je me disais, regardant à nouveau cette peinture, qu'on était très proche de Rimbaud, elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer, allée avec le soleil. Belles et douces barques, soulevées mollement par la vague éternelle, vous flottez dans le port ami. Vos longs mâts inclinés, leurs minces cordages rayent le fond du ciel brumeux. Et le souffle de l'air et le rythme du flot bercent l'esprit comme une douce harmonie. Vous vous pressez soudain pour aborder la baie. Au loin, au large, la dernière a baissé la voile solennelle. Et le souffle de l'air et le rythme du flot bercent l'esprit comme une douce harmonie. Sur le port est la fête, on vous a vu de loin. Voici la femme, voici l'épouse, les vierges qui deux à deux parlent bas sur la grève. Et le souffle de l'air et le rythme du flot bercent l'esprit comme une douce harmonie. Belles et dociles barques, si chères aux matelots, que portez-vous au fond de la nacelle? Du sein de l'océan à la source immortelle, la pêche, le trésor, la prise était si belle. Et le souffle des airs et le rythme des flots bercent l'esprit comme une douce harmonie. Ô mer,
ô grande amie. Si l'on rapproche cette première barque, ce premier bateau, d'avant la naissance de Redon, et cette barque, je placerai volontiers, sans regarder les dates, à la fin de son œuvre, en tout cas au sommet de son œuvre. J'ai le sentiment qu'en méditant par la peinture sur cette barque, il accomplissait un voyage qui allait de la naissance à l'éternité. Ou, pour le dire autrement, il représentait la naissance à l'éternité. Ces yeux clos qu'il a peints sont des yeux qui attendent ce soleil que, j'allais dire, comme dans un giron, n'est-ce pas, comme dans un voile, porte cette barque. C'est très extraordinaire. Ces saintes femmes qui ont vu la résurrection, Lazare, qui a été ressuscité, vont vers une terre nouvelle, la nôtre, et je ne sais si ces passagers de la barque voient ce que nous voyons, c'est-à-dire que le soleil les accompagne, le soleil est parmi eux. Le soleil est avec eux. Mais cette obsession de l'éternité, c'est peut-être elle, qui est la suite d'ailleurs d'une longue méditation sur l'espace marin, là où circule la barque, qui va conduire Odilon Redon à une sorte de fascination pour les formes sous-marines, les coquillages, les végétations étranges, enfin tout ce monde complexe dont souvent l'évocation par Odilon Redon fait penser aux plus belles pages de Roger Caillois. Et cette obsession du coquillage se replie vers cette vie qui est à la fois minérale, animale et tout en prise dans le végétal aussi, puisqu'il y a toute cette prolifération de plantes bizarres qui se situent dans le fond des mers, là où les règnes apparaissent comme indifférenciés, ramène peut-être Redon au sentiment de cette grotte secrète où gît le secret de la création, ce qui l'amènera après à cette suite énigmatique de naissance de Vénus. Qu'est-ce que c'est que Vénus et qu'est-ce que c'est que la naissance de Vénus et qu'est-ce que c'est que le coquillage où naît Vénus? Oui, comme la barque va d'une rive à l'autre, il me semble qu'il y a le chemin chez Redon de la profondeur au ciel et au soleil. Il est frappant de voir que le fond de la mer est éclairé. Redon a peint par des pastels, par de l'huile, en tout cas par des pastels, ce qui devrait être obscur, et il l'a peint avec lumière. Il a peint la coquille, merveilleusement, qui est aussi, on pourrait dire, une barque et une nacelle, qui bien entendu fait écho au thème de la barque. Mais je crois qu'on ne peut pas regarder la coquille extraordinaire peinte par Redon sans penser au mystère sexuel. Et cela est encore précisé par le nombre de femmes qui figurent dans une coquille, et notamment par la naissance de Vénus. Il me semble que Redon est très chaste, que ses nus sont rares et que sa peinture est extrêmement pudique. D'ailleurs, il a à ce propos une page tout à fait étonnante dans laquelle il parle de ses nus, où les femmes donnent le sentiment d'aller se rhabiller après, c'est le cas par exemple du déjeuner sur l'herbe, oui.
Et il parle au contraire de ces tableaux magnifiques où l'idée que ces femmes puissent se rhabiller un jour est évidemment hors de propos. Et Ève, qui est une peinture magnifique, est à peine une femme, n'est-ce pas? Et j'ai le sentiment, alors, je ne sais si vous voyez les choses de la même façon, que la sexualité comme la mort sont profondément présentes dans l'œuvre de Redon, mais qu'il s'agit moins, quand il s'agit de sexualité, du rapport de l'homme et de la femme, du rapport de désir, que du mystère de l'origine, encore une fois, et de la naissance. Il me semble que c'est plus en tant qu'être humain naissant d'une femme qu'il évoque cette Vénus, et avec cette Vénus, cette coquille. Il me semble qu'il s'agit plus d'une méditation du mystère de la naissance que de la figuration de l'union de l'homme et de la femme. Oui, c'est une Vénus métaphysique, enfin. Oui. Elle incarne un principe de vie plus qu'un principe d'éros. Oui, je crois que c'est ainsi qu'il faut le voir, oui. Je me demande s'il ne faut pas relier cette coquille qui nous amène de l'abîme et des profondeurs vers l'écume et vers la lumière et vers la vie, s'il ne faut pas relier la coquille et le char du soleil. Parce qu'aussi un autre thème est fréquent chez lui, c'est le char d'Apollon et ses chevaux. C'est aussi le thème de Pégase qu'il a peint, et ces chevaux qui volent vers le soleil, n'est-ce pas? Ces chevaux du soleil, précisément. Il me semble que là, il y a tout un chemin qui va des profondeurs vers l'empyrée, qui est en somme la dimension verticale de son être, cependant que la barque, nécessairement, représente le passage d'une rive à l'autre, mais je crois que c'est le même chemin, et que ces deux chemins se croisent. Je crois qu'ils se croisent dans une peinture qui a l'air de sortir de cette barque dont nous parlions tout à l'heure, cette barque qui porte le soleil. C'est cette peinture très, très belle, qui représente le coucher de soleil, enfin qui représente le soleil rouge, simplement le soleil rouge sur la mer. Dans ce soleil rouge sur la mer, tout est réuni, il me semble. Et le voyage de la barque vers l'éternité, et la remontée des abîmes vers le divin. Et c'est là sans doute qu'on peut trouver le secret de ce que vous avez appelé la peinture pure. Et l'on peut difficilement parler, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de peinture pure, sans évoquer la relation tout à fait privilégiée qu'Odilon Redon a entretenue avec Mallarmé, à la quête lui aussi d'une poésie pure. Et c'est une relation qu'il est difficile d'expliciter, enfin, non point sur le plan humain, mais sur le plan de l'acte créateur. Et il serait intéressant de voir comment, à travers votre propre expérience poétique, vous saisissez, vous regardez, vous contemplez cette étrange conjonction Mallarmé-Redon. En parlant de peinture pure, il ne faut pas entendre évidemment peinture non figurative. Il faut entendre peut-être peinture qui serait musique. Je pense à quelques lignes de Redon où il dit peindre, c'est inventer de nouvelles matières, c'est inventer même une nouvelle chair, c'est parvenir à une substance merveilleuse. Hein, je l'évoque très mal. Il avait tout à fait le sens de la merveille de la peinture. De la peinture qui est métamorphose lumineuse de la matière. Et cela ne peut se faire, j'allais dire, que par la grâce, et pas seulement, évidemment, par le métier. Il y a
eh bien Rimbaud parlait de l'alchimie du verbe. Il y a tranquillement, n'est-ce pas, dirons-nous, ce passage alchimique d'une matière, on pourrait dire ingrate, à une matière gracieuse, une matière de grâce, à la grâce de la matière, qui est un pur enchantement. Et ce qui fait qu'indépendamment de tout sujet, l'acte de peindre ou de parler, c'est ici que nous rapprocherons Mallarmé et Redon, nous sauve de la déchéance ou de la dispersion ou de la chute. Le vers qui me vient à l'esprit, c'est donner un sens plus pur au mot de la tribu, donner un sens plus pur. Mais ce sens plus pur, je dirais, ne peut pas être donné, ne peut pas être trouvé sans l'amour de la matière dont l'artiste dispose. Matière verbale pour le poète, et bien sûr matière à proprement parler pour le peintre. Et cela est si fort qu'il a toujours parlé de ses peintures quand il évoquait les lithographies ou ce qu'il appelait ses noirs. Parce qu'elles étaient, ces peintures, ces œuvres, une matière où le noir était déjà lumineux et porteur d'énergie et suscité par l'énergie. Alors, le lien entre Mallarmé et Redon, le premier lien qu'on pourrait faire, c'est un lien par les thèmes. Je pense par exemple au poème de Mallarmé, Prose pour des esseintes, par exemple, et aux fleurs chez Mallarmé. Il est vrai que entre Redon et Mallarmé, il y a l'amour des fleurs, je dirais l'attention portée aux fleurs. Il y a ce thème de la tête coupée qui a occupé si longuement et presque toute sa vie Mallarmé, et qu'on retrouve aussi chez Redon. Mais je ne sais pas s'il ne faut pas les rapprocher autrement encore, par leur solitude. Ce qui unit Mallarmé et Redon, qui unit aussi Redon à ceux de l'autre monde, Poe, Baudelaire, Hoffmann, c'est la quête de la révélation. Après la publication de l'admirable suite de lithographies réunies sous le titre Hommage à Goya, et qui furent peut-être tout spécialement gravées dans la pensée de Mallarmé, le poète écrivit au peintre: voilà 2 jours que je feuillette cette suite extraordinaire des 6 lithographies, sans épuiser l'impression d'aucune. Tant va loin votre sincérité dans la vision, non moins que votre puissance à l'évoquer chez autrui. Une sympathie bien mystérieuse vous a fait portraiturer dans ce délicieux ermite fou le pauvre petit homme que du fond de mon âme j'aimerais être. Et je suspends ce dessin à part à quelques murs de ma mémoire, pour juger les autres d'une façon plus désintéressée. La tête de rêve, cette fleur de marécage, illumine d'une clarté qu'elle connaît seule et qui ne sera pas dite tout le tragique falot de l'existence ordinaire. L'étude de femme que vous appelez si justement la déesse de l'intelligible nous sort à regret du cauchemar. Mais mon admiration tout entière va droit au grand mage inconsolable et obstiné chercheur d'un mystère qu'il sait ne pas exister et qu'il poursuivra à jamais pour cela du deuil de son lucide désespoir, car c'eût été la vérité. Je ne connais pas un dessin qui communique tant de peur intellectuelle et de sympathie affreuse que ce grandiose visage. Mon autre préféré est dans le même ordre de songe salomonique cet étrange jongleur, à l'esprit dévasté par la merveille au sens profond qu'il accomplit, et si souffrant,
dans le triomphe de son savant résultat. Et dans le sillage de ce message de Mallarmé, je pense à un fusain particulièrement bouleversant. C'est l'homme à la fenêtre. Un regard derrière une vitre. Mais ce regard, c'est le nôtre. Et s'il est chargé de magie, il peut dissiper la buée qui recouvre la vitre, faire dissoudre, éclater peut-être le verre lui-même, pour nous faire entrer dans la pleine réalité de la lumière et de l'esprit, faire que nous devenions lumière et esprit. Redon écrivit « Il est certaines choses du cœur qu'il faut subir et commenter dans le silence. Elles viennent, elles s'en vont, elles laissent des passes profondes. Quand le temps les a touchées de son ombre, elles sont alors comme un accroissement de nous-mêmes, une augmentation de la vie, un surcroît suprême où nous sentons le tourment divin nous grandir, où la sensibilité, hier aride et toute sèche, reprend sa vie, sa résonance d'autrefois, la fraîcheur vive des premiers ans, sa germination sacrée, qui pourrait nous induire à l'idée que rien de ce qui est du cœur ne saurait finir, peut-être. Et nous murmurons, qu'est donc notre voyage, qu'est donc notre œuvre, sinon le triomphe de la lumière sur les ténèbres, la joie du grand jour opposée à la tristesse de la nuit et des ombres. C'était Odilon Redon ou La quête de la fleur de sang, une émission de Claude Métras et Claude-Henri Roquet, avec les voix de Claudia Montanari et Sandrine Husneau. Prise de son et mixage Jean-Claude Gauthier et Serge Ristich. Réalisation Claude Giovanetti. Le journal d'Odilon Redon, à soi-même, est publié aux éditions Corti. Et aux mêmes éditions Corti, Suzy Lévy, qui a consacré une remarquable thèse à Odilon Redon, a présenté les lettres inédites. Une vie, une œuvre, Odilon Redon ou La quête de la fleur de sang, une émission de Claude Métras, réalisée par Claude Giovanetti, première diffusion le 23 juillet 1992 sur France Culture.